Être médecin en 2030, ça ressemblera à quoi? On aurait pu intituler cette table ronde Être patient et médecin en 2030. Ça ressemblera à quoi? Puisque nous bénéficions cet après-midi du regard croisé d'une patiente et d'un médecin. La patiente, c'est Madame Ivani Caillé. Vous êtes présidente de Rénalou, l'association de patients atteints de maladies rénales. Et le médecin est le professeur Jean-Philippe Spano, qui est chef du service d'oncologie médicale de la Pitié-Salpêtrière, assistance publique, hôpitaux de Paris. Merci beaucoup d'être là. Nous avons 25 minutes pour évoquer ce beau sujet. On va commencer par évoquer rapidement le blues actuel des uns et des autres. Rapidement, parce qu'on va passer le plus vite possible à la question de l'espoir pour 2030, c'est-à-dire de l'espoir pour demain. Ivani Caillé, peut-on dire qu'aujourd'hui les patients ont le blues? Vous allez nous dire rapidement pourquoi. Et êtes-vous optimiste pour demain, pour les années qui viennent? Avez-vous de l'espoir? Alors oui, les patients ont le blues, bien sûr. Et je pense qu'on peut tous s'en rendre compte. Aujourd'hui, pour réussir à être soigné, je ne dis pas être bien soigné, je dis pour réussir à être soigné sans avoir un réseau, des conseils, accès à un médecin au téléphone pour être guidé, etc. C'est vraiment le parcours du combattant. Et c'est un vrai problème. Et puis il y a cette petite musique également culpabilisante qui tend à indiquer que les patients manqueraient de responsabilité, devraient être responsabilisés, voire abuseraient du système, voire seraient des fraudeurs. On entend parler d'augmentation des franchises, de projets de réforme des ALD, de la taxe lapin. Quand on regarde un peu les chiffres, on voit que les patients sont à l'origine de 0,03% des fraudes à l'assurance maladie, sur à peu près 500 millions d'euros de fraudes identifiés, je crois que c'est en 2023, 90 millions proviennent des patients, plus de 80% des fraudes viennent des professionnels de santé. Donc je crois qu'il y a vraiment un discours de culpabilisation des patients qui pose un vrai problème aujourd'hui, même si on voit bien que les choses sont difficiles également pour les professionnels. Il ne faut pas se tromper de coupable. Et donc oui, je suis un peu inquiète. Je suis un peu inquiète de ce que l'avenir nous réserve, en effet. Professeur Spano, les médecins de leur côté, on a l'impression qu'ils ont le blues aussi. Et pour autant, êtes-vous optimiste pour les années qui viennent? Oui, bonjour tout d'abord. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est pas un problème français. Hein. Le problème, comme vous appelez, de blues, qui est un terme fort au demeurant, c'est un problème mondial, hein, qui concerne d'ailleurs aussi bien les médecins que les personnels non médicaux, c'est-à-dire les soignants au sens large. Le blues, c'est quoi aujourd'hui? C'est bien sûr l'augmentation de la charge d'activité, l'augmentation des charges administratives, le manque de moyens, le manque parfois de reconnaissance. On n'est plus autant où à table, le dimanche midi, il y avait le médecin, il y avait le curé et le médecin avait une certaine effectivement reconnaissance au niveau du village, je dirais. Aujourd'hui, c'est fini. Ce blues, c'est quoi? C'est bien entendu le manque de formation qu'il y a eu de médecins, d'étudiants, comme vous le savez, puisque le numerus clausus a été bloqué pendant des années sans qu'on puisse ouvrir les robinets. Là, on vient de les ouvrir, mais le temps de former des médecins, il va falloir attendre une bonne dizaine d'années. Et puis, c'est effectivement, comme le disait Madame, de pouvoir répondre au quotidien avec la qualité de soins qui se doit aux patients et à leurs souhaits, et bien entendu aussi à la volonté d'avoir des résultats, puisque l'objectif aussi, c'est d'avoir des résultats. Alors, il faut rester optimiste, bien entendu, parce que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la jeune génération qui est formée a une autre vue de la vie. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus comme nous, on a connu à faire plus de 80 heures par semaine, et c'est tout à fait légitime que les jeunes médecins souhaitent aujourd'hui travailler moins. Ça c'est clair, parce que la vie privée aussi est importante et la qualité de vie est importante. Je crois qu'il faut rester optimiste par le fait que la formation, quand même en France, reste une des plus belles formations au monde. Et puis le côté, je dirais, optimiste. Alors, je ne pense pas qu'on va parler d'intelligence artificielle après ce qui vient d'être évoqué. C'est pas là-dessus que, effectivement, ou sur ce sujet que on va rester optimiste. Enfin, trêve de plaisanterie. Non, je pense que l'optimisme, il est basé quand même sur l'innovation thérapeutique, sur la médecine de précision et sur aujourd'hui, quand même,
J'ai discuté récemment, encore il y a quelques heures avec un éminent collègue qui disait qu'aujourd'hui on ne prend plus en charge une maladie mais le patient de manière globale. C'est tout ça l'optimisme, c'est-à-dire en fait c'est une autre vision, puisqu'on parlait de vision tout à l'heure, c'est une autre vision de la médecine qui est une médecine effectivement à la fois plus précise mais à la fois où on considère le patient dans sa globalité. Vous le ressentez, Ivani Kaye, que la médecine progresse vers une médecine plus précise et personnalisée, comme vient de le décrire le professeur Spano? Alors oui, en effet, on voit un foisonnement d'innovations arriver ou être en train d'arriver. Et c'est vraiment une période assez incroyable à ce titre, hein, avec vraiment des choses extrêmement pointues, innovantes et d'énormes espoirs pour les patients. Hier, dans la nuit, la 2e xénogreffe de rein aux États-Unis sur une patiente vivante a été annoncée. Le médecin qui est responsable de cette intervention a indiqué qu'on était encore dans de l'expérimental compassionnel, mais que très vite on allait passer à des vrais essais cliniques. Donc on voit que ça va très très vite et qu'il y a de vrais espoirs. Et en même temps des défis considérables en termes de soutenabilité, parce que ces technologies, elles sont extrêmement coûteuses. Alors la xénogreffe, elle aura un intérêt médico-économique parce que la dialyse est encore plus coûteuse. Donc voilà, mais en termes d'émergence de nouveaux médicaments, on voit qu'il va y avoir des vrais défis pour permettre à chacun d'accéder à l'innovation et probablement des choix qui risquent d'être difficiles à faire, probablement. Voilà, et tout ça est en lien avec la discussion éthique qui a ouvert la journée ce matin. Évoquons maintenant le rôle des patients, l'évolution du rôle des patients, et donc en miroir, l'évolution du positionnement des médecins. Au niveau collectif, tout d'abord, on a évoqué déjà aujourd'hui la question de la démocratie en santé, qui a vu sa concrétisation en France avec la loi Kouchner de 2002, la loi sur le droit des malades. Plus récemment, les États généraux sur la bioéthique en 2018. Encore plus récemment, l'an dernier, la Convention citoyenne sur la fin de vie ont été cités comme des exemples de démocratie en santé. L'épisode Covid, un petit peu moins, en l'occurrence, ça a été dit aussi. Ivani Kaye, est-ce que vous confirmez ces avancées pour les patients au niveau collectif? Et là, on évoque le rôle de lobbying de votre organisation, Renalou, la voix des malades du Rhin. Est-ce que vous confirmez cette avancée au niveau collectif? Alors oui, il s'est passé des choses depuis la loi Kouchner de 2002, et heureusement, des choses importantes. On a vu aussi que la démocratie sanitaire était sans cesse menacée. Hein. Vous avez évoqué la période Covid avec ce grand effondrement de la démocratie sanitaire pendant les premiers mois de la crise, où vraiment on a senti que c'était d'un seul coup considéré comme quelque chose de totalement subsidiaire, et donc ça n'existait plus. Et ça a été un vrai problème quand même. Alors les choses se sont reconstruites dans le temps. Moi j'ai fondé Renalou il y a maintenant bientôt 22 ans. Donc en même temps que la loi Kouchner, en fait, c'était en 2002. Donc j'ai un peu vu ces évolutions et j'ai vu mon association grandir et prendre sa place. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment un interlocuteur dans un dialogue fructueux avec les pouvoirs publics notamment. Voilà, il se passe des choses très concrètement. On arrive à participer à des prises de décision, à provoquer des choses. Et Renalou avait notamment organisé en 2012 et 2013 des états généraux du Rhin qui avaient été qualifiés par la ministre de la Santé comme une des plus belles initiatives de démocratie sanitaire et qui ont eu plein de suites et qui ont vraiment mis un coup de projecteur sur les maladies rénales qui jusque-là étaient un peu dans l'ombre. Et en même temps, c'est encore compliqué. Alors, dans la pathologie qui me concerne, c'est compliqué pour des raisons qu'on peut comprendre. La dialyse et la greffe, c'est deux traitements qui ont émergé en même temps à la fin des années 60. Des traitements qui ont sauvé les vies. Jusque-là, les patients mouraient systématiquement. Et donc, ça a suscité vraiment une rupture. Ça a suscité la création d'une nouvelle discipline. Hein, la néphrologie n'existait pas. Et finalement, ça a aussi provoqué une sorte de relation très dissymétrique entre les médecins et les patients, extrêmement dépendants de ces médecins tout au long de leur vie, que ce soit en dialyse ou en greffe. Et quand la démocratie sanitaire est arrivée, ça n'a pas été simple. Le partage du pouvoir, c'est pas quelque chose d'évident. Et la prise de pouvoir, même si elle n'est vraiment que très partielle,
par les patients, c'est quelque chose qui est encore très compliqué. Alors, mon association, par exemple, est exclue par la Société savante de néphrologie depuis 5 ans. Il n'y a aucune relation possible. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez frappant, hein, encore une fois, 22 ans après la loi Kouchner. Alors pour autant, on travaille avec plein d'experts, de médecins, de néphrologues, indépendamment de cette société savante, et ça fonctionne très bien. Et ça nous a donné quelque part une très grande liberté, mais ça interpelle qu'on en soit encore là après tout ce temps. Donc la réponse, elle est mitigée en fait. La démocratie sanitaire, oui, elle avance collectivement. La place des patients s'agrandit, mais pour autant, ce n'est pas toujours simple et il y a encore d'immenses résistances. Professeur Spano, est-ce que vous sentez que la place des patients progresse? Ah oui. Donc ça me contrarie ce que vous dites et il faut qu'on y travaille parce que moi je trouve que ça progresse. Alors bien sûr, moi je vais vous parler de la cancérologie que je connais le mieux, mais je suis issu du monde du VIH. Je connais très bien Jean-François, bien sûr, depuis plus de 30 ans, et je trouve que ce qui s'est passé avec les personnes vivant avec le VIH au moment de l'épidémie a été quand même un point d'ancrage. Et c'est le rôle des associations, le rôle des patients, l'impact effectivement que les associations ont eu justement, et en particulier sur le pouvoir public, et en l'occurrence pour obtenir des médicaments à l'époque, je crois qu'a été déjà une première avancée. Dans le monde de la cancérologie, non, il y a eu énormément de progrès. D'abord, il y a eu d'énormément de progrès puisque aujourd'hui on travaille en étroite collaboration avec les associations de patients. On a des patients qui font partie de sociétés savantes. On a maintenant, vous le savez, ces nouveaux métiers qu'on appelle des patients partenaires, c'est-à-dire que ce sont des patients à l'hôpital qui accompagnent donc les patients. Et qui les aident dans leur prise en charge. On a créé, alors c'est Sorbonne de nouveau, mais on a créé l'université des patients en cancérologie également par donc le professeur Catherine Tourette-Turgis. Aujourd'hui, non, il y a une grande avancée, je trouve. C'est ce que j'appelle la parole est aux patients. Et par exemple, dans des congrès, de plus en plus, on fait participer les patients, on les fait participer dans des sessions. Et la grande avancée et que le monde du VIH a connue, c'est qu'aujourd'hui, en matière même de recherche, on a des patients qui peuvent participer dans des comités scientifiques. L'ANRS, maladie émergente, connaît très bien cela depuis l'existence, justement grâce au rôle qu'a eu Jean-François Delfrécy et à cette volonté où aujourd'hui vous avez des patients qui peuvent participer à la mise en place, à la création, je dirais, d'un essai thérapeutique. Et leur point de vue donc est pris en compte. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, madame. Je crois que la démocratie sanitaire, l'inégalité est peut-être encore située au niveau du type de maladie dont il s'agit, et il va falloir qu'on y travaille. Ouais. On a parlé du niveau collectif. Au niveau individuel, on parle davantage d'empowerment du patient, nothing about me without me, c'est-à-dire pas de décision médicale me concernant sans que je sois consultée. On pense au développement de l'éducation thérapeutique qui a eu lieu depuis un certain temps maintenant. Comment progresser encore sur l'empowerment du patient au niveau individuel dans la prise en charge? Alors là, pour le coup, dans le colloque singulier, comme on disait, je ne sais pas si ça se dit toujours, cette expression-là, mais comment progresser encore, à votre avis, Ivani Caillé? Alors, Nothing about me without me, c'est les principes de Denver, c'est les patients atteints de VIH qui se sont réunis en 85 à Denver et qui ont écrit cette charte qui a vraiment marqué les esprits, hein, et ça reste vraiment le leitmotiv de la démocratie en santé. Et c'est aussi l'idée qui a guidé la création de Renalou, hein, pour raconter l'histoire. Moi, j'étais une simple patiente dialysée puis greffée au début des années 2000, et pendant mon parcours dans la maladie, j'ai vraiment ressenti le besoin de trouver de l'information, de trouver du soutien auprès de mes pairs. Et c'était très compliqué à l'époque de le faire dans la vraie vie. Et je me suis tournée vers Internet, qui était quand même un peu balbutiant à l'époque. Et j'ai trouvé des choses, mais uniquement en anglais. En français, il n'y avait rien. Et donc, quand j'ai été greffée en 2002, j'ai décidé de partager mon expérience sous la forme d'un blog et de créer un lieu sur Internet où on pourrait trouver de l'information et puis échanger entre patients avec un forum. Donc, c'était pas du tout destiné à devenir une association de patients, mais de fil en aiguille, une communauté de patients s'est réunie. Le site a eu
beaucoup de succès. Et quelques années plus tard, il s'est constitué en association. Mais il s'est investi notamment dans la démocratie en santé et dans la défense des intérêts des patients. Mais la notion toute première, qui était d'abord informer, s'informer, partager l'information, et finalement le savoir, c'est le pouvoir, c'est vraiment resté le principe fondateur de Renalou et de toutes nos actions. Et évidemment, dans la relation soigné-soignant, ce partage d'informations, il est fondamental. Donc il y a un rôle majeur pour l'éducation thérapeutique qui malheureusement, à mon sens, ne prend pas suffisamment sa place. Ça reste quelque chose auquel la plupart des malades chroniques n'ont toujours pas accès ou ont accès de manière extrêmement ponctuelle dans leur parcours, alors que ça devrait être quelque chose de très continu. Et probablement qu'il y a un vrai travail à faire pour améliorer tout simplement l'information des patients, parce que l'information, c'est la capacité qu'ils vont avoir à s'engager, à devenir de vrais acteurs de leur pathologie. Et je pense que c'est vraiment clé pour le succès des prises en charge. Professeur Spano, en cancérologie, peut-on dire que l'information des patients est acquise et la décision partagée également? Alors, il y a toujours des progrès à faire, mais c'est vrai que la décision partagée reste effectivement un élément extrêmement important dans le cadre du soin. Là où je rejoins bien sûr encore une fois Madame, c'est on doit être égaux, je veux dire, dans le sens de l'information. En revanche, il y a encore une inégalité sur le plan du suivi des patients et sur le plan d'éducation thérapeutique. Tout le monde n'a pas la garantie d'avoir donc par exemple des infirmières, vous savez ces nouveaux métiers, ces infirmières de pratique avancée qui vont assurer le suivi, n'ont pas la garantie d'avoir également donc suffisamment de médecins et entourés suffisamment de soignants pour pouvoir effectivement justement assurer ce suivi-là. Encore une fois, il y a cette inégalité. J'avais juste une petite question justement à voir avec vous, Madame. La décision partagée, il faut bien entendu, c'est une grande avancée, mais parfois vous vous retrouvez dans une situation, grâce à l'innovation thérapeutique, où vous avez le choix à faire. Et on va vous proposer, Madame, Monsieur, voilà, vous avez 3 ou 4 possibilités de traitement, et en vous donnant l'information, et en vous disant effectivement que, bien sûr, les traitements qu'on vous propose sont à égale efficacité. Qu'est-ce que vous attendez justement d'un médecin pour faire votre choix? Parce que vous le disiez, c'est grâce à l'innovation thérapeutique aujourd'hui qu'on peut avoir toutes ces options. Et qui va prendre la décision finale à un moment donné? Question. Alors je crois que dans la décision partagée, il y a vraiment la question du partage de l'information exacte, complète, mais il y a aussi la place des préférences des patients. D'ailleurs, c'est aussi le cas dans l'evidence-based medicine, c'est souvent un aspect qu'on prend insuffisamment en compte. Et donc, votre question était, qu'est-ce qu'on attend du médecin? On attend du médecin qu'il soit capable de dire un peu ce que sera la vie avec ce traitement et qu'il soit capable de dialoguer sur l'adéquation de la vie avec ce traitement, avec les propres préférences de la personne concernée et la manière dont le choix va pouvoir aller vers l'option qui sera la plus adaptée à ses préférences. Ouais, je pense que c'est une très très bonne réponse effectivement et merci en tout cas. On va consacrer les dernières minutes de cette table ronde à la technologie et plus précisément sans doute à la télémédecine. Qu'est-ce qui est le plus à même aujourd'hui et demain de faire progresser la relation médecin-patient si on parle de technologie? Professeur Spano peut-être, à votre avis. Alors, il y a une chose qui n'a pas été évoquée tout à l'heure en parlant de l'IA, c'est l'humain justement, c'est la relation humaine. Je vous rappelle qu'on est des médecins, on est des soignants. Donc un soignant, un médecin, c'est une relation, c'est un examen clinique, c'est de l'empathie, c'est de l'écoute. Si vous me posez la question en 2030, qu'est-ce que vous souhaiteriez, Monsieur Spano? Je souhaiterais surtout qu'il n'y ait pas de robot qui nous remplace, parce qu'effectivement, on ne fait pas 10 ans ou 15 ans d'études pour finalement être substitué à un robot, parce qu'on oublie que dans le sens propre de notre métier, il y a la clinique. Donc aujourd'hui, on en a parlé effectivement d'énormes progrès donc thérapeutiques, etc. Vous l'avez évoqué. Il faut faire face aussi, bien sûr, aux déserts médicaux. Donc, on peut être amené à des téléconsultations, on peut être amené à la télémédecine. Mais dans un monde idéal, je dirais, il vaut mieux former plus de médecins aujourd'hui et qu'ils occupent l'ensemble du territoire que de former des ordinateurs, effectivement, pour répondre aux souhaits du patient. Est-ce que la télésurveillance
différent. Va permettre, qui fait partie de la télémédecine. Ouais, mais la télémédecine, vous avez la consultation, le diagnostic. La télésurveillance, ce sont tous ces outils, en revanche, qui sont très utiles. Encore faut-il y avoir accès. Et en particulier, les smartphones, quand vous avez une personne qui ne connaît pas l'informatique, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que ces outils de suivi, les PROMS, comme on les appelle, en anglais, les Patient Reported Outcomes, ça c'est très important en revanche. Tous ces outils basés sur, effectivement, là aussi, la télémédecine, ça oui. Et on le sait aujourd'hui, en plus en cancérologie, que ça a un impact significatif sur la survie des patients. Voilà, on a en tête aussi la télésurveillance dans le domaine du diabète, avec Diabeloop, qui a beaucoup fait parler de lui. Dans le domaine du rein, est-ce que la télésurveillance se développe? Est-ce que ça modifie le rapport avec le médecin? Alors, ça se développe raisonnablement, et je pense que c'est un outil important. Du point de vue des patients, ce qui se passe en matière d'innovation, notamment de rôle de l'IA sur l'imagerie, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est très visible aujourd'hui. En 2022, on a fait une enquête auprès des adhérents de Renalou, donc des patients insuffisants rénaux. On a eu 2600 répondants, et une part importante de ces patients dénonçaient une dégradation de la qualité de la relation, parce que, en gros, ce qui ressortait, c'est qu'ils avaient l'impression d'être face à leur médecin, mais que leur médecin regardait son ordinateur, les résultats de biologie notamment, et ne les regardait pas eux, et que le dialogue devenait très limité à cause de cette évolution. Et parmi ces patients, 70%, c'est pas rien, 70%, ont indiqué que leur principal souhait, ça aurait été de pouvoir participer aux décisions médicales qui les concernaient, ce qui veut dire qu'ils ne le faisaient pas. Donc voilà, je pense qu'il y a une place considérable pour les outils numériques, pour la télésurveillance, etc. Mais avant tout, les patients sont en demande d'humanité, et je parle là de malades chroniques qui sont dans des parcours longs, difficiles, et je pense que c'est vraiment un message à faire passer. On comprend bien sûr que les médecins, les soignants aient des aspirations autres, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment soigner et bien soigner si on n'est pas prêt à avoir cette relation empathique et humaine avec son patient? Et en 2030, je pense que ce sera encore plus vrai. Et je pense que vous êtes bien d'accord tous les deux sur ce point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci madame.